Merci beaucoup François Devoyer. La transition est parfaite avec la prochaine intervention. Pas de résistance sans courage. Il est journaliste, directeur d'Éléments et de la nouvelle librairie 11 rue de Médicis à Paris. C'est aussi l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturelle. Il vient vous parler de résistance, du courage. Il n'en manque pas. Je vous demande d'applaudir François Bousquet. Bonsoir à tous. Donc le courage, la résistance et le courage. Pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose? Pourquoi y a-t-il de la barbarie, par exemple, plutôt que de la civilisation? Pourquoi y a-t-il du vide plutôt que du plein? Pourquoi, aujourd'hui, n'y a-t-il plus que des Bernard-Henri Lévy et pas des Marcel Proust? Le courage, mon cher, le courage. Réfléchissez bien. Regardez parmi toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et regardez parmi toutes les solutions qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qui peut empêcher ces crises de se transformer en crack et ces cracks en crash? Le courage, mon cher. Le courage est la clé, je crois. Il n'y en a pas d'autre. Lui seul est susceptible de nous ouvrir les portes de l'avenir. Quel est le secret des portes? Eh bien, les portes s'ouvrent toutes seules. Il suffit d'avoir le courage de les pousser. Sans courage, toutes les portes se referment sur nous. Sans courage, pas d'avenir. Sans courage, notre sort est scellé par avance, c'est-à-dire mort de trouille, mort de peur, quelque part entre 1950 et 2050. Entre les tranchées et les soldes d'hiver, entre la fin de l'impôt du sang et les congés payés, entre les poilus et les hipsters. Le courage, c'est la vertu au-dessus des vertus. C'est quoi une vertu? On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, les vertus. Eh bien, la vertu, c'est la qualité propre de l'être. Mais cette qualité est portée à son point d'incandescence. C'est ce qui définit l'être, c'est-à-dire vous, moi, nous, dans notre nature essentielle. C'est ce pourquoi on a été conçu. Le lion a été conçu pour bondir, le cheval pour galoper, le renard pour se dissimuler, le chien pour obéir, le lâche pour ramper. Le courageux, lui, au contraire, c'est pour se dresser et se redresser. L'ardeur de l'homme courageux n'annonce pas seulement l'homme aristocratique, elle établit souverainement notre noblesse, la noblesse de notre espèce. Elle est l'affirmation royale de notre souveraineté. Nous ne sommes pleinement hommes qu'à la mesure de notre courage. Et à dire vrai, on n'a que faire de toutes les autres vertus aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de vertus, cardinales et théologales, mais ce ne sont plus que des vertus négatives. Ce sont des vertus d'empêchement, ce sont des vertus de procrastination, ce sont des vertus de paralysie. Je m'explique, nous crevons de prudence aujourd'hui. Nous étouffons de sagesse empoisonnée. Nous sombrons dans une charité dévoyée, à la contre des migrants par exemple. Nous mourrons d'espérances trahies. Toutes nos espérances ont été trahies. Bref, toutes ces vertus, autres que celles du courage, fonctionnent aujourd'hui comme des anti-vertus. Elles se retournent contre nous. C'est comme si elles contenaient en elles-mêmes des toxines mortelles. Allons plus loin. C'est le courage qui a fait de nous des hommes, au sens évolutif du terme. C'est le courage qui nous a arrachés des mondes rampants. C'est le courage qui nous a affranchis de la reptation. C'est lui qui nous a déliés de la pure animalité. C'est lui qui nous a fait passer de la quadrupédie à la bipédie. Autrement dit, c'est lui qui nous a verticalisés. En se dressant, notre lointain ancêtre, le bien nommé Homo erectus, l'homme qui se redresse, nous a ouvert un horizon de possibilités. Le monde s'est offert à notre curiosité. Ecce homo, voici l'homme. La station debout, qui nous a fait accéder à la parole, doit être repensée dans les termes d'une paléontologie du courage. Et c'est elle qui dessine avec le plus de netteté les traits de l'homme décidé, sa droiture, sa démarche altière, son port de tête guerrier. Elle nous oblige à faire face, à faire front, droit devant. Écoutez ces quelques vers, un quatrain de Verlaine, du grand Verlaine. Allons, debout, allons, debout, debout, assez comme cela de honte et de trêve. Au combat, car notre sang qui bout a besoin de fumer sur la pointe des glaives. Ô Verlaine. Alors qu'est-ce qui nous est arrivé? Que nous est-il arrivé pour que nous ayons si peu de courage? Pas vous, pas moi, pas nous, mais la société qui nous entoure. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que le courage est indexé
à la dangerosité de la vie? Est-ce que le courage est inversement proportionnel à la pacification des mœurs? De quoi avons-nous réellement peur? D'échanger une assurance vie contre une vie sans assurance, comme nos ancêtres? Mais que risquons-nous? Que risquons-nous? Il n'y a plus d'enfer glacé des camps. Il n'y a rien. Seule la répression pourrait nous arracher au fond de cette torpeur mortifère. Mais il n'y a pas de répression physique. On n'envoie plus les gens au goulag, on les met sous antidépresseurs. Autrement dit, mieux vaut la dépression que la répression. Toutes nos Bastilles sont mentales. Les temps ne sont plus à la terreur, avec un T majuscule, les temps sont à la tiédeur. Nos bourreaux sont réels et acharnés, je ne le dément pas, mais ils sont dérisoires. Nos bourreaux sont dérisoires. Ils sortent tous d'une chronique de Philippe Muret, tous, ou de Renaud Camus désormais, ou d'une fête d'Halloween. Ce n'est pas la police politique qui vient frapper à la porte de la librairie ou de Polémia le matin. Non, c'est l'huissier. C'est autre chose, avec des convocations, bien sûr, avec des avis à payer, mais ça n'est pas la police. Et pour autant, l'espace vital de notre adversaire a tout colonisé, tout absorbé. C'est son atmosphère que nous respirons quand nous regardons la télévision. C'est son langage que nous utilisons quand nous ouvrons un journal. C'est ses milices que nous subissons. Autrement dit, nos idées ont été expulsées de l'espace public. Et pour cause, elles ne fonctionnent plus que comme des concepts repoussoirs, sinon repoussants. Pas un des qualificatifs médiatiques qui est employé pour nous qualifier, qui ne soit péjoratif, dépréciatif ou répulsif, sinon les trois à la fois. Depuis 50 ans, et je le dis singulièrement à l'attention des nouvelles générations, depuis 50 ans, nous reculons, nous faisons que reculer, sous les prétextes les plus variés. Pour s'en faire une idée, je vais rappeler aux étudiants ce qu'était la liberté il y a 40 ans, dans les années 80. À l'époque, à l'Académie, il y avait Jacques Laurent, Algérie française, Michel Déon, secrétaire de Maurras, Jean Dutour, gaulliste, réactionnaire, Jacques Robichez, qui était mon professeur, un de mes professeurs à la Sorbonne, brillantissime 19e, qui avait la chaire des cours de civilisation française à la Sorbonne, donc la chaire la plus prestigieuse, était le responsable du conseil scientifique du Front National. J'assistais au cours de Claude Paulin et Claude Rousseau, qui étaient deux merveilleux philosophes anticommunistes, profs de philosophie à la Sorbonne. Jamais un antifa n'est venu perturber leurs cours, jamais. À l'époque, années 80, un sociologue de classe mondiale, que je vous invite à lire, c'est Jules Monroe, appelé à voter, et qui venait vraiment des gauches radicales, appelé à voter Jean-Marie Le Pen. Claude Danlara appelé à voter Jean-Marie Le Pen, un de nos plus grands cinéastes. La Nouvelle Droite avait investi le Figaro Magazine, 800 000 exemplaires, 900 000 exemplaires. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Alain de Benoît recevait en 1978 le Grand Prix de l'Académie française. Alain de Benoît. Et Louis Poel s'écrivait, comparé à Guillaume Roquette aujourd'hui, le sida mental en 84 dans le Figaro Magazine. Où en sommes-nous donc aujourd'hui? Nulle part. Nous sommes littéralement portés disparus des médias centraux. Et c'est le paradoxe des sociétés inclusives. Elles ne fonctionnent qu'au prix de notre exclusion. Et ça marche, c'est ça le drame, c'est que ça marche. Et ça s'appelle en sociologie la spirale du silence. La spirale du silence, c'est le principal risque qui pèse sur nos idées, sur les idées dissidentes, qui donne le nom à notre forum, au forum de la Fondation Polémia. Se rétracter sur elle-même, jusqu'à disparaître de l'espace public, puis de l'espace privé, puis de la conscience du sujet. Et la spirale du silence se comporte à la manière des cercles vicieux, suivant une logique infernale qui s'auto-entretient. Et qu'est-ce que nous devons opposer à la spirale du silence? C'est la spirale de l'intervention dans l'espace public, qui, elle, fonctionne, c'est ça le courage, comme les cercles vertueux, de la même manière que les cercles vicieux. Ces cercles-là également s'auto-reproduisent. Eux aussi gagnent en intensité. Eux aussi se démultiplient. C'est-à-dire que l'action du courage
sur elle-même, produit du courage, produit un surcroît de courage, et ainsi de suite. Autrement dit, le courage a des effets auto-entraînants. Le courage appelle le courage, la victoire appelle la victoire. Alors comment traduire en actes ce courage retrouvé? Et singulièrement en actes politiques. Eh bien, en nous engageant, ce que vous faites dans cette salle. Vivre, c'est cela. Vivre, c'est s'engager. Vivre, c'est choisir, c'est prendre parti, c'est discriminer, comme dirait Thibaut Mercier, c'est s'engager sans retour. Et tout nous pousse, aujourd'hui, plus que jamais, à nous engager, à défendre pied à pied la citadelle menacée qui n'a jamais été autant menacée. L'heure est donc à la mobilisation générale, celle où on bat le rappel des troupes, où on évalue parmi la foule le nombre de braves et le nombre d'audacieux. Le temps nous est compté comme dans le compte à rebours que François Devoyer évoquait tout à l'heure. Et ce compte à rebours, Jean Raspail l'a lancé en 1973 quand il a publié Le Camp des Saints. Ceux d'entre vous qui ont en tête le livre Le Camp des Saints est rythmé par un compte à rebours infernal. Quand les millions de migrants entassés sur leur rafio de fortune depuis le delta du Gange et de toutes les bouches de fleuves du monde commencent à se diriger vers l'Europe, eh bien Jean Raspail, par la voix de Jules Bachelard, dit, et ça scande le roman, plus que 10 000 kilomètres avant la vérité. Notre compte à rebours est en kilométrage. Plus que 4 000 kilomètres avant la vérité. Plus que 500 kilomètres avant la vérité. Jusqu'au point d'impact. Jusqu'au raz-de-marée. Voilà, les migrants sont là, par millions, par dizaines de millions. Alors qui construira les digues? Qui sera aux avant-postes? I want you, I want you. C'est ce que nous sommes, nos ancêtres, comme sur les affiches de recrutement américaines. J'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Engagez-vous, rengagez-vous donc, parce qu'il ne nous est pas donné de rester à quai. Il nous est interdit de rester à quai. Nous sommes embarqués. Embarqués, c'est la formule de Pascal dans le Paris. Nous sommes embarqués. Nous sommes dans un bateau, nous sommes dans une aventure collective dont nous ne pouvons pas nous extraire. Nous sommes embarqués dans une aventure collective, dans une aventure civilisationnelle. Sans cela, sans cette conscience commune, sans cette inscription dans une histoire et une généalogie partagée, le pari de Pascal, ou le pari qui est le nôtre, le pari de l'identité, est un pari perdu d'avance. Il nous condamne à n'être que les spectateurs passifs d'un naufrage programmé. Jour J, heure H, minute de vérité. Alors qui est aux aguets? Qui se tient prêt? Qui est disposé à s'engager? Car celui qui ne s'engage pas, aujourd'hui, déserte de fait. Et un tel homme n'a rien compris du reste, puisqu'il n'y a pas pour nous de plan B, il n'y a pas de base de repli pour nous. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'ailleurs. On ne peut plus reculer. Où reculerait-on du reste? Pour aller où? L'avant-guerre civile est partout. L'Européen conséquent, le Français digne de ce nom, n'a guère le choix qu'entre investir ou s'investir, payer de sa personne ou payer de ses deniers, donner ou se donner, du temps ou de l'argent, ce qui revient exactement au même. Mais tout, sauf ces déplorations de vaincus que nous entendons comme un brûlant ciment au fond de nos oreilles, tout sauf cette attente paresseuse de la fin du monde. Méditez cette phrase de saint Augustin, prodigieuse phrase de saint Augustin, prononcée après le sac de Rome, on n'en est pas encore là, on est au 5e siècle, c'est saint Augustin qui parle. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, voilà ce que disent les gens. Et on l'a entendu cette phrase, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, voilà ce que disent les gens. Vivons bien et les temps seront bons. C'est nous qui sommes les temps, tels nous sommes, tels sont les temps. Saint Augustin. Mais tout sauf la passivité, tout sauf la fin du monde, tout sauf l'indifférence, tout sauf le désengagement, tout sauf l'homme démissionnaire, tout sauf l'abstentionniste. Et cet appel au courage, il s'adresse à chacun d'entre nous. Comment imaginer un jour réimposer notre philosophie de la vie si nous vivons en permanence cachés dans des bunkers en papier mâché, si nous rasons en permanence des murs imaginaires, si nous ne renonçons pas à cette confortable clandestinité dans laquelle nous nous complaisons,
À ce compte-là, et pourquoi s'en plaindre, nos idées ne quitteront jamais la pénombre et la confidentialité dans lesquelles elles s'étiolent. On peut, et même certains, doivent avancer masqués quand leur profession l'exige, les professeurs, les gendarmes, les militaires, les fonctionnaires. Quand certains postes hauts dans la hiérarchie de l'État l'exigent. C'est le larvatus prodeo, puisque nos ancêtres ont déjà vécu ce genre de configuration. Le larvatus prodeo, c'est le mot de Descartes. J'avance masqué. Mais Descartes prend soin de préciser. On peut avancer masqué, certes, quand on est gendarme, policier, prof, mais il faut sonder le gué. C'est-à-dire qu'il faut un peu s'aventurer, il faut un peu s'avancer. Or cela, la clandestinité, la pseudonymie, l'autocensure, l'entrisme ne seront que les noms divers et variés de nos accommodements et de nos renoncements, de nos reniements et de nos ralliements. Ils encouragent ce climat général de défaitisme, d'impuissance, de léthargie, si bien qu'ils valident la stratégie d'invisibilisation de notre adversaire, et d'abord d'invisibilisation de nos idées, pour la raison que personne n'est là, ni pour les incarner, ni pour les défendre. Et nul besoin de censeur à ce compte-là. Nous n'avons pas besoin de censeur, puisque c'est l'autocensure qui s'en charge. Et l'autocensure, c'est le coitus interruptus de la pensée. Ça n'a jamais accouché de rien, l'autocensure. Elle fonctionne à la manière des inhibiteurs chimiques. Sachez même qu'il y a des inhibiteurs de conformation en chimie. Et c'est les plus pratiques. Ils ne requièrent aucun réglage. On s'adapte spontanément, sans période d'essai, à la lâcheté. On perd tout, et nous perdons tout, à tout cacher. Cela revient à avouer que nos idées sont pareilles à des maladies honteuses, ou à des malformations physiques qu'on soustrait au regard comme des infirmités inavouables. C'est comme l'obligation faite aux employeurs d'embaucher des personnes handicapées. Et c'est ainsi que nous sommes perçus par le système, comme le quota dérisoire d'handicapés idéologiques. Le rapport de force, aujourd'hui, le rapport de force idéologique est totalement en notre défaveur. Et ce rapport de force nous place dans l'obligation de sortir de l'ambiguïté. L'ambiguïté ne s'exerce qu'à notre détriment. Elle nous condamne à ne jamais être explicite, à ne jamais quitter les registres de l'implicite. Or, les discours implicites ne s'adressent qu'au petit cercle de ceux qui sont déjà convaincus. Or, les discours implicites nous confinent à l'univers de la famille, à l'entre-soi, quand précisément nous devrions en sortir. C'est toute la différence entre l'implicite et l'explicite, l'ésotérique et l'exotérique. Les gens ont besoin de clarté, qu'on appelle un chat, et Macron un fripon. Le sous-texte... Le sous-texte ne suffit pas. Ni les discours allusifs, surtout lorsqu'on évolue, comme nous tous, dans des univers sémantiques qui nous sont hostiles, où le langage et les codes de l'adversaire prédominent. Ici, il ne nous est pas donné de signifier plus en suggérant moins. On aura beau manier la litote, telle que André Gide rêvait qu'on la mania, on aura beau être le prince des clins d'œil, le roi des euphémismes, notre message n'en restera pas moins secret, indéchiffrable, à qui n'a pas les codes, à qui n'a pas les outils pour le déchiffrer. Donc tout cela est voué à rester inintelligible. Et il ne restera intelligible tant qu'il n'y aura pas d'énoncé de référence que nous prononcerons clairement et distinctement. Car cet énoncé de référence, c'est le discours dominant qui nous le fournit. Et faute de le maîtriser, faute de maîtriser le contexte, le sous-texte ne peut pas s'éclairer. Notre sous-texte allusif ne peut pas s'éclairer. Et c'est donc à nous de l'éclairer par un discours véritaire, sans filtre, brut, sinon même brutal. Les temps l'exigent. Car il nous faut penser les stratégies d'influence, de contre-influence dans des univers qui sont totalement inamicaux, au sens que le grand juriste Carl Schmitt a donné au terme entre l'ami et l'ennemi. Partout, dans les médias centraux, dans les institutions culturelles, dans la publicité, l'entreprise, la télévision, etc., etc., nous sommes en territoire ennemi. Et tout cela constitue le système, avec un S majuscule. Le système est l'expression
plurivoque de la pensée unique. Il est l'ennemi avec un E majuscule. Alors je crois qu'il est temps pour nous de sortir du bois, d'autant que le bois prend feu de partout. S'afficher, c'est s'affirmer. Inversement, se cacher, c'est se renier. Pire, c'est se nier. Redevenons visibles, cherchons la lumière, quittons les catacombes, fuyons les arrières salles. Nos vies ne sont pas tant menacées que la protection de leur intégrité physique nécessite une clandestinité. Alors, sans courir le risque d'avasser à découvert, en tout cas pour ceux qui le peuvent, ceux d'entre vous qui le peuvent, il est vain d'espérer quoi que ce soit. Nous ne sortirons pas de cette condition spectrale de fantôme qui nous condamne à mener des existences souterraines, parallèles, fuyantes, exilées en notre propre pays, ombre parmi les ombres. Il y a un modèle qui s'offre à nous, aussi surprenant soit-il, mais dont, je crois, il faut nous inspirer. Ce modèle, c'est celui que nous ont donné les homosexuels. Qui niera les extraordinaires profits qu'ils ont pu tirer de la pratique du coming out? Or, qu'est-ce donc que le coming out? Qu'est-ce d'autre, que le courage d'être soi? N'est-ce pas le chemin qui va de la honte à la fierté, de la fatalité à la souveraineté, de l'ombre à la lumière? Le coming out, c'est le retournement du stigmate. Sans lui, sans ce coming out, l'homosexualité ne se serait jamais invitée dans l'espace public. Elle se dépêtrerait toujours dans la semi-clandestinité de Marcel Proust, de André Gide, de Jouandeau. Et le coming out a été théorisé il y a plus d'un siècle. C'est une profession de foi publique, un défi aux mœurs, une affirmation identitaire, quand bien même aujourd'hui il n'est plus qu'une posture pour les homosexuels. Mais dès l'instant où les homosexuels sortent de leur clandestinité, ils ont gagné le combat culturel. Faut-il être fou pour s'imaginer quoi que ce soit en se cachant? Et c'est à notre tour de sortir du placard. Et on a autrement plus de légitimité que les homosexuels à le faire, puisque les homosexuels n'ont jamais fait qu'introduire la sphère privée dans la sphère publique, alors qu'il s'agit pour nous de cesser de rabattre sur le privé des engagements qui ne prennent tout leur sens que dans l'espace public. On n'a pas la capacité des schizophrènes à se dédoubler indéfiniment. Notre main gauche ne peut pas ignorer ce que fait notre main droite. Aucun d'entre nous ne peut durablement résister à cet état de dissonance collective. Les actes doivent être conséquents, refléter la personnalité. Dit autrement, nous devons vivre en cohérence avec nous-mêmes. C'est le début de la philosophie morale. Et pour nous, politiques, nous avons tout à y gagner. 30 ans de combat politique, pour ce qui me concerne, me portent à dire que la prudence ne paie pas, n'a jamais payé. Elle fait des épargnants, la prudence. Or, nous n'avons rien à conserver. Tout est à reconquérir pour nous. Raison pour laquelle nous devons assumer ce que nous sommes. Raison pour laquelle nous devons être radicaux. Raison pour laquelle nous devons céder sur rien, nous devons lâcher sur rien. Et pour terminer, ce quatrain de Verlaine, qui j'espère vous hantera, allons, allons, debout, allons, debout, debout, assez comme cela de hontes et de trêves, au combat, car notre sang qui bout a besoin de fumer sur la pointe des glaives. Merci de votre attention.